Nous allons maintenant écouter Jean-Luc Berget, qui vient de l'Université de Lorraine et qui est auteur de nombreux articles et webinaires sur l'IA générative, la posture enseignante et l'évaluation, et qui est membre du comité de pilotage GT-NUM IA 2GE de l'ISEC Strasbourg. Voilà, et dont le titre de l'intervention sera IA générative, apprentissage et évaluation. Si vous arrivez à vous brancher et que tout va bien, nous vous écoutons. Il n'y a pas de raison. Hein. Ça, j'en ai besoin, je pense aussi. Voilà. Alors bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Hein. Je vous remercie évidemment chaleureusement de cette invitation. Ça m'a permis de découvrir Dijon que je ne connaissais pas, hein, parce que très souvent je passe sur l'autoroute, voilà, et je ne m'arrête pas à Dijon, ce qui est a priori très dommage. Voilà. Alors, nous étions convenus avec Monsieur Bordet, que je ne vois plus dans la salle, mais voilà. Justement, d'éviter de faire des présentations qui seraient redondantes et de couvrir en fait le même champ concernant l'utilisation des IA. Alors je pense que le contrat, je peux m'avancer un petit peu, est en partie rempli, hein, par rapport à ce que vous avez dit. Et effectivement, il y a des éléments que j'ai notés qui me paraissent très intéressants, des ponts qu'on pourra construire, et notamment à travers les questions de la salle. Alors, bon, pour la page d'accueil, ça fait un peu harlequin, hein, on a l'impression qu'il y a des logos d'entreprises, etc. Simplement, je voulais insister sur le fait que ce que je vais vous présenter, c'est plutôt le fruit d'un travail personnel qui est en marge d'un travail d'équipe qui est piloté par le LISEC, alors qui est un laboratoire en sciences de l'éducation qui est à Strasbourg, mais qui pilote un GT-NUM, donc un groupe de travail numérique, qui a produit récemment un rapport statistique et on va dire les actes aussi d'un colloque qui a eu lieu au Parlement européen en septembre 2024, octobre 2025, je vais y arriver, donc dans lequel je suis impliqué, notamment pour les collègues de Nancy-Metz. Voilà. Moi je suis à l'INSPE de Metz et je fais partie aussi d'un observatoire de l'IA qui est assez récent, qui concerne la région Grand Est, aussi avec des collègues justement de ces GT-NUM qui prévoit, disons, la suite du GT-NUM pour continuer à être impliqué dans les questions d'IA. Voilà, donc je tenais à ce qu'il y ait tous les logos pour ne vexer personne, et puis que les collègues puissent dire « Ah, c'est bien, tu as parlé de notre équipe voilà, quand je vais revenir dans le Grand Est. » Alors, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt on va dire des pistes de réflexion qui sont en rapport avec les postures d'évaluation qu'on peut avoir en tant qu'enseignant, ou en tant qu'encadrant d'ailleurs aussi, hein, ça ne concerne pas seulement les enseignants. Donc c'est plutôt, j'ai appelé ça repères et modalités. J'espère que vous allez vous y retrouver par rapport à cet intitulé. Alors je vais peut-être mettre aussi un petit compte à rebours parce que sinon je suis trop bavard. Donc ça va me permettre de m'y retrouver. Ou sinon je compte sur les organisateurs pour me faire des grands signes. Voilà, c'est parti. Alors, parce que je sais déjà que j'ai beaucoup trop de diapos. Donc je vais commencer par une question simple, c'est les remarques qu'on pourrait faire spontanément comme ça par rapport à l'IA générative. Alors la première chose, c'est que évidemment, l'IA n'est pas sortie d'un chapeau hein, comme par miracle. C'est quand même le fruit de savoirs qui étaient déjà constitués, notamment dans le domaine du traitement automatique des langues naturelles. Il se trouve que je viens de la linguistique au départ, donc je connais un petit peu ce domaine sans en être un spécialiste. Donc j'ai mis le sigle en anglais NLP, Natural Language Processing, bon, pour ceux qui préfèrent. Et donc c'est cette association du traitement automatique des langues naturelles et l'algorithmique qui permet finalement d'avoir des outils d'interaction de type chatbot. Voilà. Évidemment avec une imitation d'interaction humaine, hein, il faut bien toujours avoir à l'esprit que ça n'est qu'une imitation. Bon, évidemment elle est bluffante, hein, ça faut le reconnaître. Je mets en évidence aussi une remarque qui avait été émise par une chercheuse qui s'appelle Emily Bender, je pense que vous l'avez tous entendu, c'est cette notion de l'IA qualifiée de perroquet stochastique. Alors je ne suis pas sûr que tout le monde ici soit
ce qui est d'ailleurs mon cas, rompu à la stochastique, hein, mais c'est la science, l'étude, on va dire, du hasard et des probabilités. Donc ça veut bien dire que finalement l'IA va nécessairement donner une réponse, va produire quelque chose, mais elle va produire quelque chose à partir de statistiques, tout simplement, hein. Alors pour illustrer ça, c'est simple, si on faisait un petit test dans la salle, en général les conférences sont très peu interactives, mais on peut s'amuser un petit peu. Si je vous dis, alors pour ceux qui connaissent la dune du Pilat, et je pense que dans la salle il y en a, il y en a certains que je reconnais, la dune du Pilat donc en Gironde. Donc en montant au sommet de la dune du Pilat, vous aurez accès à une vue, et je vous laisse terminer la phrase. Panoramique, admirable. Voilà. Bon, alors je pense que si vous regardez la télé ou si vous écoutez les médias, vous aurez le premier, la vue imprenable, et le deuxième, la vue à couper le souffle. Voilà. Bon, peut-être une illustration que nous aussi, en tant qu'humains, nous sommes un petit peu des perroquets. Donc évidemment, moi j'ai l'impression que l'IA va amplifier ça, parce que statistiquement, elle va aller chercher les discours par rapport aux données qui vont être les plus fréquents. Voilà, tout simplement. Bon, la boîte noire aussi, ça me paraît être important de le dire, hein. L'IA est une boîte noire, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce que l'IA traite, comment elle le traite. Sauf à être un spécialiste, mais je pense que même si on avait, par exemple, Luc Julia dans la salle, il pourrait peut-être nous expliquer en gros quel traitement fait l'IA, mais je pense qu'on aurait du mal à le comprendre, hein, parce que même en vulgarisant, l'accès reste quand même assez difficile. Voilà. Après, bon, j'ai essayé de promouvoir l'idée aussi que c'est une technique humaine en miroir, donc effectivement, cet aspect conversationnel fait qu'on est renvoyé un petit peu vers une interaction de type altérité. Voilà. On discute avec une altérité, donc ça, effectivement, ça accentue l'effet troublant. Et puis la question du pharmacone, je pense que tous les gens qui sont en sciences de l'éducation ont déjà entendu ce terme-là. Ce terme grec a plusieurs sens, mais le sens le plus courant en éducation, c'est de parler de dualité entre le poison et le remède. Voilà, donc cette dualité. Pour ça, je vous renvoie à Bernard Stiegler, feu Bernard Stiegler, hein, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui, avec son site qui est toujours actif, qui s'appelle Ars Industrialis, traite de ces questions de pharmacone dans les sciences de l'éducation. Voilà. Et puis peut-être le dialogue socratique, alors le Phèdre de Platon, dans lequel la question est de donner finalement l'écriture aux humains, est une sorte de support externe de mémoire qui affecterait la qualité de la pensée. Parce qu'évidemment, bon là il y a des philosophes dans la salle, ça n'est pas ma formation, donc désolé pour l'approximation, mais c'est quand même l'idée que, n'ayant pas accès de façon mémorielle, naturelle, à des éléments du discours qui vont permettre de construire mon raisonnement, ben effectivement, je délègue une partie de ma mémoire à l'extérieur grâce à l'écriture, donc peut-être il y a affectation, enfin en tout cas il y a une altération des capacités de discours de logos. Hein, c'est un peu ça le principe que je voudrais illustrer. Voilà, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'IA est un poison pédagogique? Alors moi j'aime bien l'analogie avec la digitaline, hein, parce que la digitaline c'est ce qui régule, voilà, pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, ça peut être un produit qui régule le rythme, évidemment à faible dose, mais au-delà d'un certain seuil, la dose est fatale, voilà, tout simplement. Donc c'est une métaphore assez simple, hein, mais on peut se poser la question de comment introduire l'IA à petite dose, de manière à ce qu'on puisse réguler, finalement, réguler des activités d'apprentissage. Voilà, bon. Je ne vais pas lire les diapos, hein, c'est à peu près ce que j'ai dit. Alors, oui, la référence d'Emily Bender, la voilà. Hein. Donc, c'est un article en anglais qui date de 2021. J'ai peut-être dit 2012 tout à l'heure, hein, mais c'est 2021. Hop là, pardon, je vais trop vite. Trop rapide. Voilà, alors, évidemment, 5 remarques préliminaires, mais aussi 5 questions récurrentes. Évidemment, comment évaluer l'équité et la pertinence des productions générées assistées par l'IAG? Ça a été dit avant. Quels critères d'évaluation nouveaux? Est-ce qu'on pourrait produire des critères d'évaluation? Ça a été évoqué à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut valoriser? Qu'est-ce qu'on peut pondérer? On a parlé à l'instant de l'oral, finalement, d'une soutenance de son travail écrit à l'oral, avec peut-être une pondération plus importante pour ce travail à l'oral, hein, de restitution finalement des processus qu'on a mis en place pour arriver à ce résultat. Voilà, comment tirer parti de l'IAG, c'est-à-dire à la fois questionner, transcender des types d'évaluation classiques. Alors bon, là je mets les termes qu'on utilise en général dans l'éducation nationale, hein, diagnostic, formatif,
sommatif et celui qu'on oublie souvent, c'est certificatif. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut prioriser pour une exploitation éclairée, raisonnée, critique de l'IAG pour des évaluations éthiques, évidemment, et adaptées au contexte actuel. Alors là-dedans, il y a aussi la question des élèves. Alors on utilise beaucoup de sigles à l'INSPE, d'où je viens, à l'Institut national supérieur de professorat et d'éducation à Metz. On parle d'élèves EBEP, donc élèves à besoins éducatifs particuliers. Effectivement, là, il y a une question peut-être aussi d'éthique pour donner accès à certains élèves à des aspects de l'IAG qui peuvent les aider à travailler peut-être de manière plus sereine. Voilà. Donc comment dépasser la simple recherche de performance? Ça, c'est peut-être le fait central que je vais aborder, parce que vous allez voir qu'il y a, à mon avis, une certaine richesse à s'interroger sur la dualité compétence-performance. Voilà. Donc finalement, quid des postures envisagées face à l'IAG? Alors, la première posture que je vais essayer de développer, hein, ce sont des pistes de réflexion, c'est la défiance. Hein, ça pourrait être tout simplement la réaction qu'on a par rapport à l'IAG. Donc là, je m'appuie sur une revue de littérature que j'ai commencé à faire à partir de la fin de l'année 2024, qui correspondait d'ailleurs au début des travaux du GTNUM dont je parlais précédemment. Donc alors, la posture de défiance, elle pourrait se caractériser simplement par l'idée que la compréhension humaine, seule la compréhension humaine, permet d'accéder à la profondeur des contextes, à des subtilités du langage, à des nuances culturelles, à des références qui présentent un défi de ce point de vue-là et que l'IAG ne sait pas encore traiter de manière tout à fait correcte. Voilà. L'intelligence émotionnelle aussi, dans le sens où, en tant qu'humain, on peut très bien être dans l'ambiguïté des émotions, et ça je pense qu'on a tous on a tous, si on cherche dans notre mémoire épisodique, certainement des événements qui vont nous renvoyer à ça. C'est l'idée qu'on peut être parfois dans l'acceptation d'une situation tout en étant dans le rejet. Vous voyez, bon, évidemment, ça, pour une machine, c'est difficile à gérer. Hein. Donc ça, c'est des contextes dans lesquels, ben, évidemment, l'IAG ne pourra pas nous aider, ou en tout cas très mal. Donc c'est l'idée de la résignation, hein, par exemple, voilà, par rapport à des situations. Tout ce qui est imagination, créativité. Alors, ce que j'ai appelé l'idéation, hein, c'est l'idée que, enfin, c'est l'idée, pardon pour la redondance. L'idéation, c'est le fait que l'IA générative peut nous permettre, à travers des hallucinations, voilà, d'avoir accès peut-être à des sources de créativité qui peuvent être traitées de manière humaine par la suite. Hein. Voilà, comme source finalement. Les pensées innovantes, résolution originale de problèmes. Alors, résolution originale de problèmes. On peut, à travers parfois des mauvais traitements de l'IA, repérer qu'on a accès peut-être à une manière plus coûteuse de résoudre un problème, mais parfois pour certains apprenants, j'ai envie de dire que la manière la plus efficace de résoudre un problème n'est pas celle qu'ils vont préférer, à laquelle ils vont avoir accès spontanément. Peut-être que les détours vont faire partie de leur manière d'appréhender un problème, y compris le cas où l'enseignant trouve cette manière peu efficace de résoudre le problème, mais si finalement, malgré les détours, elle résout le problème, ça peut être intéressant aussi d'utiliser l'IAG dans ce cadre-là, de voir qu'elle résout parfois des problèmes de manière un peu étrange. Voilà. Bon, la conscience de soi et l'altérité, hein, relations et situations sociales complexes, ça renvoie peut-être à la question de l'intelligence émotionnelle. Et puis évidemment, toutes les questions d'éthique et de moralité, et l'appréhension de dilemmes éthiques complexes pour lesquels je ne sais pas trop, je ne travaille pas trop dans ce domaine, mais il me semble, pour en avoir discuté avec des collègues du GTNUM qui étaient sur un axe éthique, moi j'étais plutôt sur un axe apprentissage, hein, il y avait 3 axes, enseignement, apprentissage et éthique, que l'IA était très mauvaise, certains dilemmes éthiques qu'elle avait beaucoup de mal à gérer. Voilà. Enfin, à résoudre en tout cas. Alors, évidemment, par rapport à cette posture, il y a des risques. Ouais, je vais essayer de faire ce rapport bénéfice-risque. Donc, les risques, c'est l'essentialisation des pratiques d'éducation, évidemment. Des pratiques qui vont être rebattues à des pratiques classiques, pour contrer, finalement, ce qu'on appelle souvent déshumanisation par rapport à la technologie. C'est souvent le discours des personnes qui vont être dans cette posture de défiance, et qui me paraît tout à fait légitime. Voilà. Alors, à ce sujet, très intéressant d'aller voir un auteur que j'avais découvert en fin novembre 2024, parce que c'était un des premiers, il me semble, qui avait publié sur Internet, sur son site personnel, un guide de non-usage de l'IAG.
Donc c'était intéressant, c'était au moment où il y avait cette espèce d'engouement pour l'IAG qui débarquait. Hein. Tout le monde était, on va dire, un peu comme... j'allais dire un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture. Hein. C'est-à-dire qu'on était tous un petit peu étonnés de ce qu'on pouvait produire avec l'IAG. Donc ça a été un des premiers. Alors c'est quelqu'un qui travaille en infocommunication, donc évidemment, et qui a une formation de documentaliste au départ. Hein. Alors il y a un article de lui très intéressant, récent, qui est de janvier 2026. Voilà, enjeu des usages et non-usage de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Le lien est dans le diaporama. Bon, après on verra comment on peut diffuser les diaporamas pour que vous y ayez accès. Mais je pense qu'on le trouve très facilement à partir du titre. Alors deuxième posture, c'est l'évitement. Alors l'évitement, ça va être l'espace pédagogique comme un environnement contrôlé, et avec l'idée que les évaluations les plus importantes, l'évaluation capitale, celles qui permettent vraiment de valider des compétences, valider des connaissances, vont être réservées finalement ultra contrôlées à des situations, voilà, on l'a évoqué, hein, il y a, notamment pour l'enseignement à distance, ça me paraît évident d'avoir ce type d'attitude. Donc là, évidemment, quelle est la posture? Ça va chercher, enfin cette posture, elle va essayer d'avoir un contrôle strict du matériau documentaire. Voilà, elle va peut-être essayer de travailler sur des ressources non textuelles, c'est-à-dire peut-être des ressources qui sont plus difficiles à gérer par l'IA. Évidemment, tout ce qui est très récent, qui ne va pas entrer dans les bases de données de l'IA. Alors je pense qu'en droit, s'il y a des cas particuliers ultra récents, là je me tourne vers M. Bordet, mais je ne lui demande pas de répondre tout de suite, mais peut-être des cas, je ne sais pas, dans le domaine de la casuistique, des cas très récents à traiter, évidemment que l'IAG, pour laquelle l'IAG n'aurait pas les données. Je ne sais pas si ce serait possible d'envisager ça. Voilà. Et puis peut-être des effets de contextualisation, décontextualisation, vous voyez, un peu comme on zoome, on dézoome par rapport à des situations. Et je pense que l'IAG, par rapport à une situation hyper contextualisée, n'aura pas les données qui permettront de traiter cette situation-là. Voilà. Donc peut-être c'est une approche qui peut être envisagée, mais j'ai l'impression qu'elle est, elle est de plus en plus délicate. Voilà. Alors les risques, évidemment, c'est d'avoir un contrôle provisoire des situations, évidemment, hein, parce que les données s'enrichissent, et au bout d'un moment, voilà, on ne pourra plus contrôler les choses. Le risque aussi, c'est l'acculturation à l'IAG hors contexte scolaire, hein, c'est-à-dire qu'à titre privé, les étudiants, les apprenants, évidemment, ont des usages de l'IAG. Donc, évidemment, il y aura décalage par rapport à ce qui se ferait dans le contexte scolaire. Voilà. Et puis des compétences un peu sauvages en IAG qui ne pourraient pas être finalement stabilisées ou valorisées dans un contexte académique. Ça, c'est aussi un risque. Je pense qu'on le voit déjà. Alors, la posture d'intégration, évidemment, bon, je ne dirais pas que c'est celle pour laquelle je plaide, hein, parce que je pense qu'il y a des arguments pour les trois postures. Mais bon, voilà, je ne rentre pas dans le détail, il y aura peut-être des questions là-dessus. Ben, c'est l'idée de former les enseignants pour exploiter de la manière la plus, on va dire, la plus raisonnée, la plus intelligente, l'IA, finalement, pour des pratiques pédagogiques et évidemment pour des évaluations équitables et éthiques. Voilà. Donc ça veut dire peut-être pour moi, qui suis formé aux sciences de l'éducation, la pédagogie du projet, ouais, je ne sais pas si tout le monde connaît ça, je pense que oui. La classe inversée, la classe renversée, si vous voulez, s'il y a des questions là-dessus, je pourrais en dire deux mots. Tout ce qui est approche socio-constructiviste, là, je renvoie à Vygotsky, par exemple, des pédagogies qui sont étudiées, hein, mais qui à une époque étaient un petit peu à la marge. Tout ce qui est collaboration, coopération, tout ce qui est évaluation participative et croisée, et aussi parfois des choses assez simples qui consistent à demander aux étudiants de négocier entre eux, avec l'enseignant, les modalités d'évaluation. Donc dans ce cas-là, il y a une très grande transparence, hein. Ça a été négocié entre nous, on sait sur quoi on va être évalué, et éventuellement à ce moment-là, évidemment, on négocie sur ce qui pourrait être fait par l'IAG, ce qui pourrait ne pas, enfin ce qui ne pourrait pas être fait par l'IAG, etc. Voilà. Bon. Je vois que le temps défile, j'étais presque sûr que j'allais dépasser. Alors, les risques. Évidemment, c'est l'incompatibilité avec les types d'évaluation institutionnelle. Ah, non, c'est bon, ça marche. Les enjeux didactiques aussi d'alignement pédagogique, hein, voilà, je n'entre pas dans le détail. La chronophagie aussi, évidemment, le temps que ça va demander.
Et puis l'acceptabilité de démarches alternatives concernant la pédagogie, notamment le rapport au savoir des apprenants, des enseignants, des familles, de l'institution. Si on prend que l'exemple de la classe inversée ou la classe renversée, ben évidemment, il peut y avoir des résistances de la part des étudiants eux-mêmes par rapport à ce type de pédagogie. Alors, une diapo que je vais passer très vite parce que c'est l'idée que je résume ce que j'ai présenté avec les 3 postures. Alors, la flèche, évidemment, elle peut indiquer que je tends plutôt vers l'intégration. C'est plutôt ça que je prône. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'élévation, mais bon, elle peut être trompeuse. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une diapo différente. Et on retrouve les risques pour chaque bloc, finalement. Donc là, je peux passer assez vite. Alors, tableau classique SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Voilà, tableau classique, force, faiblesse, etc. On peut poser des éléments par rapport à l'IA. Bon, la gratuité, mais évidemment, avec toute la prudence par rapport aux données. Un terme que j'aime bien utiliser, que j'essaye de placer dans des articles, parce que ça me paraît intéressant, c'est la question de la simplexité, qui vient d'un neurophysiologue qui s'appelle Berthoz, que je détourne un petit peu dans le sens où je l'avais entendu au Québec souvent, c'est l'idée que ces outils sont simplexes, donc c'est-à-dire sont très faciles d'accès. Le fait d'utiliser le langage naturel fait que n'importe quelle personne peut utiliser l'IA et obtenir des résultats. Bon, ça c'est une force, ça pourrait être une faiblesse aussi. Bon, l'accessibilité, l'intuitivité par rapport, bon, on l'a dit, au langage naturel, et puis évidemment la corvéabilité de ce type d'outils, on peut les faire tourner 24 heures sur 24, bon, avec les coûts que ça engendre par rapport à l'empreinte carbone, etc. Bon. Les faiblesses, évidemment, la question de l'explicabilité des décisions que prend l'IA, ça évidemment, et des résultats, comment elle construit ses résultats, évidemment on n'a pas de trace de ça, ou très peu. L'opacité des processus, l'IA comme boîte noire. L'éventuelle sous-exploitation des prompts par des étudiants qui n'auraient pas les compétences linguistiques nécessaires pour prompter correctement, ça existe aussi. Voilà. Et puis du côté évidemment des opportunités, repenser, reconsidérer l'alignement pédagogique. La question des affordants, je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme-là, qui est plutôt un anglicisme au départ. L'idée qu'une activité en elle-même, elle peut générer finalement une compréhension de certains aspects de la tâche, cette espèce d'heuristique pédagogique, on pourrait le dire comme ça. La richesse des sources qui vont être traitées par l'IA, le gain de temps, l'automatisation, mais peut-être avec une petite nuance, c'est que l'IA est bonne pour automatiser des tâches de bas niveau, pour ceux qui connaissent la taxonomie de Bloom et les versions révisées de ces taxonomies, je vois des oui dans la salle. Et puis la créativité, qui peut être traitée du point de vue de l'analyse des hallucinations. C'est de se demander pourquoi l'IA analyse à tel ou tel moment quand on prompte telle ou telle chose. Voilà. Et puis évidemment les menaces, c'est là-dessus que je vais focaliser un peu la fin de ma présentation. Je suis déjà à la fin quasiment. Focalisation sur la performance, dépendance cognitive, affective, interactive. Alors ce que j'ai appelé le tropisme résultatif au détriment du processus, hallucination et erreur, et puis évidemment les biais cognitifs perceptifs et les biais culturels. Je pense qu'au début, on a un petit peu aussi halluciné par rapport à certains traitements d'aspects culturels concernant l'IA. Alors je vais raccourcir rapidement. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors, voilà, pardon, mais c'est vraiment, voilà, c'est coercitif, mais ça marche. Voilà. Alors, performance IA, si on compare performance-compétence, c'est dualité. Performance-compétence du côté de l'IA, du côté de l'apprenant. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je vous laisse lire rapidement, c'est simple. Selon moi, une chaîne algorithmique qui conduit à un résultat a priori performant. Voilà, du côté de la performance IA. L'évaluation de la compétence de l'IA, on ne sait pas trop la faire parce qu'on a accès à une boîte noire. Du côté de la performance apprenante, c'est une chaîne d'opération mentale qui conduit à un résultat, a priori moins performant, mais on peut se poser la question. Et si on évalue la compétence apprenante, on a plutôt accès à une boîte transparente, ou en tout cas translucide, on pourrait dire, si on joue sur les mots, dans le sens où les opérations mentales des apprenants, elles produisent des traces. On peut demander un journal par rapport à la résolution d'un problème. Donc ça veut dire que ces traces-là, elles sont exprimables, elles sont verbalisables.
Et on peut même les écrire, et puis on peut les repérer, les analyser, les modifier a posteriori. Donc il y a un travail sur le processus qui peut être fait de ce point de vue-là. Donc selon moi, ces dualités-là, elles doivent être questionnées absolument dès lors qu'on essaye de réfléchir un peu sur l'IA. Alors arrêtez-moi si je dépasse trop, mais c'est vrai que malheureusement, j'ai tendance toujours à dépasser. Alors, re-questionner les conceptions de ce qui serait à évaluer. Voilà, c'est là où j'essaie d'introduire mon idée de tropisme en opposition. Donc je vous laisse lire rapidement le début de la diapo parce qu'il n'y a rien de réellement nouveau. Hein. C'est la question du rapport au savoir qui est posée, de la perception qu'ont les élèves de l'évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'évaluation? Qu'est-ce qu'on évalue? Voilà, alors, bon, je parle de tropisme résultatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'IA permet d'avoir un résultat. On est tendu vers ce résultat-là, en tant qu'apprenant, évidemment. Le résultat, il va être certain, il est fini, a priori, il est organisé, il est stable, il est satisfaisant. Voilà. Donc ça conduit, selon moi, à une forme d'hédonisme de performance. Hein. D'ailleurs, on voit ça dans d'autres domaines de la vie. Hein. Le smartphone, c'est aussi un outil qui permet d'avoir une interaction immédiate, etc. Donc c'est une sorte de suppression de la souffrance. La régulation est limitée et ça atténue l'effort cognitif, évidemment. Et ça, je l'oppose. Évidemment, bon, j'ai mis un petit logo. Au tropisme processuel, qui lui est de l'ordre de l'incertain, du non fini, du désorganisé, de l'instable, du frustrant. Et là, on pourrait opposer l'hédonisme de performance à un ascétisme de la compétence. Voilà. Et là, évidemment, l'ascétisme de la compétence, ça serait le contrôle qui est requis, la régulation nécessaire de la souffrance, de l'effort cognitif. Et évidemment, c'est ce que les apprenants vont chercher à éviter avec l'usage de l'IA. Alors, je sens qu'il faut que je conclue. Alors, ben écoutez, ça va être simple. Hein. Hop là. Je vais sauter une diapo volontairement. Voilà, comment valoriser les processus d'apprentissage, finalement c'est ça. Hein. Donc, toutes les approches qui vont valoriser les compétences transversales, réinvestissement de l'effort cognitif, l'art de questionner l'IAG comme assistant. Alors, il y a une possibilité de faire ça, c'est évidemment d'aller vers la question, ce qu'on a appelé parfois la promptologie, hein, traduit de l'anglais directement. Donc l'artisanat du prompt, apprendre aux élèves à prompter, mais c'est devenu très rapidement obsolète, dans le sens où aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut aussi demander à l'IA de nous générer un prompt efficace. Donc vous voyez, même cet aspect effort cognitif qui consisterait à sculpter son prompt, finalement, il y a la notion de métaprompt qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça. Et le métaprompt, c'est l'idée qu'on va demander à l'IA de générer elle-même un prompt par rapport à ce qu'on veut faire. Donc là, c'est évidemment... ça commence à poser de gros problèmes. Alors, je vais conclure. Voilà. J'avais des tableaux qui sont des référentiels pour voir un peu comment on pouvait concevoir l'acculturation à l'IA. Bon, pour terminer, je vais insister sur deux éléments. L'apprenant, c'est un besoin de compétences. L'IA générative, c'est une offre de performance. Évidemment, quand on pose l'un à côté de l'autre, on se dit peut-être que le match est déjà joué. Hein. Peut-être que l'offre de performance va l'emporter. Évidemment, nous, on est là pour essayer de trouver des moyens de contrôler ça. Alors, je vous laisse lire les éléments, peut-être qu'on en reparlera, on reviendra avec des questions. Et je vais essayer de conclure, voilà, pour faire une conclusion optimiste. Hein. Alors, je rappelle un petit peu d'étymologie, même si, voilà, c'est parfois très éloigné de ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, mais éduquer, c'est quand même l'idée de conduire quelqu'un en l'élevant, en le sortant de quelque chose, finalement, hein, de sa condition, hein, le menant hors d'eux. Donc, c'est un peu long, mais je vais résumer. Les enjeux d'éducation, c'est quand même l'idée de s'abstraire de ces schémas cognitifs. Hein, c'est quand même ça, grâce à l'accompagnement d'un enseignant. Voilà. Donc il y a quand même toujours l'idée d'une maïeutique, hein, pour revenir à des questions un petit peu de philosophie, où les enseignants deviennent de plus en plus des apprentisseurs. Alors ce terme-là, on l'entend jamais. Hein, je me permets ce néologisme. Hein, c'est-à-dire des personnes qui vont aider des apprenants. Alors évidemment, qui vont apprendre à autrui. On apprend en soi, mais on n'apprend jamais seul, hein, évidemment. On a besoin de l'altérité pour apprendre. Aussi qui apprennent à apprendre, ça a été quasiment un mantra à une époque dans le domaine du français langue étrangère d'où je viens. Et évidemment, peut-être à découvrir des éléments comme la question de l'apprenance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, qui est plutôt développé par un des héritiers d'Albert Bandura, qui est Philippe Carré, hein, plutôt quelqu'un qui est de formation au centre d'éducation, mais psychologue, comme un vecteur d'incapacitation, hein, de chaque apprenant. Voilà.
Et évidemment, ça renvoie peut-être à les termes anglo-saxons qu'on a souvent entendus, l'idée de empowerment, hein, alors empouvoirment, empuissancement, mais en capacitation, apparemment, c'est la traduction la plus heureuse. Voilà, j'en termine ici. Donc voilà, la question que je pourrais poser à la salle, c'est, à votre avis, est-ce que les outils d'IA transforment cela? Est-ce qu'ils bouleversent? Je pense qu'on a déjà la réponse. Et est-ce qu'ils n'instaurent pas finalement un changement du rapport au savoir? Et c'est un peu là-dessus qu'il faudrait travailler tous ensemble. Qu'en pensez-vous? Voilà, et je m'arrête maintenant. Merci. Oui, donc encore Pierre Buss, Université de Rennes. Une question très très courte. Dans votre SWOT, vous avez mis le gain de temps comme une opportunité. En fait, la tech, depuis des années, nous dit qu'on va gagner du temps. L'IA nous dit qu'on va gagner un temps fou. Okay, pour partie, je suis ici là. Voilà. Pour partie, c'est vrai qu'on peut en gagner du temps, mais moi, le gain de temps, je l'aurais mis dans les risques. Oui. Parce qu'en fait, si on gagne beaucoup de temps en utilisant une IA, c'est qu'on s'en sert mal. Oui. Et donc, si le gain de temps, vu comme une recherche de performance, moi, je vois plus ça comme un risque dans la façon de pousser les usages que comme un discours de tech classique de dire c'est l'opportunité. C'est ce qu'on essaie de nous vendre et c'est le piège, justement parce que vous l'avez précisé, que l'humain est un peu feignant. Donc, voilà. Oui, alors l'humain est un peu fainéant, ça je suis d'accord avec vous. Mais évidemment, le gain de temps, moi je le vois aussi pour des individus qui sont acculturés à l'usage de l'IA. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des tâches de bas niveau, hein, des tâches qui sont des tâches répétitives qu'on peut automatiser, mais à condition d'avoir la culture suffisante pour pouvoir l'utiliser dans ce cadre-là, utiliser l'IAG pour un gain de temps. Voilà, je fais une réponse volontairement très courte, au cas où il y aurait une deuxième question. Je pense qu'on n'aura pas le temps de prendre la deuxième question. Ce que je vous propose, c'est qu'après on en discute pendant la pause café. Voilà. Là, on a pris un petit peu de retard. C'était pas une stratégie pour éviter les questions. Hein. Ok, merci beaucoup pour ta présentation. Je vous en prie, merci à tous.